Les serviettes, faut prendre des masques aussi, faut prendre des masques, on n'a pas le choix. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je prenne aussi? Ah ouais, du gel hydroalcoolique. Ça c'est bon, j'en ai. Brosse à dents, c'est bon. Des gants, c'est bon. Et j'ai un bandana, c'est bon, ça fera l'affaire. Bon alors, est-ce qu'on est arrivé? J'ai ça. Ça, faut que je le mette. Voilà, je vais le mettre là. Voilà, allez. Hein, voilà. Ouais, l'Europe, c'est à peu près là. Voilà. Berlin. Toute l'Europe. Ouais, c'est fort, ça chante fort, hein. Ça chante fort. Bien, bah on va tous partir, hein. Si tout le monde est là. Tout le monde est là. Voilà, bah c'est bien. Bah tant mieux. Tant mieux. Alors. Ouais, en tout cas, moi, j'irai pas finir à Vitry. Ça, c'est sûr. Mais ça peut être une belle ville, hein, mais c'est pas mon but dans la vie d'aller à Vitry. Non, ce soir, on va fermer les yeux. Voilà, on va fermer les yeux et on va partir tous ensemble. Voilà. Enfin, vous fermez les yeux, moi je peux pas parce qu'il va falloir que je lise. Donc voilà. Vous pouvez fermer les yeux, moi je les garde ouverts parce que je vais en avoir besoin pour vous faire découvrir ce livre. Voilà, ce livre qui est Il parcourt l'Europe, qui est un condensé de voyages d'écrivains, d'artistes entre 1780 et 1880. Ça a été écrit par Claude Boilleret, voilà, qui est un ancien diplomate, grand voyageur, et qui est l'auteur d'un atlas littéraire des pays d'Europe centrale et orientale, et de ce livre, qui est paru il n'y a pas longtemps, et que l'on peut retrouver dans Pédocle. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer, on va partir de loin, du coup, et on va revenir petit à petit vers chez nous. Parce que il y aura des noms très connus, et il y a des noms moins connus, mais qui vont sonner à l'oreille de beaucoup, et on va se dire, ah oui, tiens, comme moi j'ai pu découvrir que ce monsieur avait fait tant de choses pour, l'histoire de France et pour l'éducation. Voilà. Mais ça, vous le découvrirez avec moi. Je vais peut-être être un peu long. Si je suis un peu long, vous me le dites, vous me faites des signes, et puis j'arrêterai. Alors, avant tout ça, je voulais vous remercier pour nous suivre sur ces conférences théâtralisées en direct du Cénacle, enfin toujours du Facebook du Cénacle, hein, parce que je suis toujours au même endroit que d'habitude. J'ai juste changé de chemise, hein, parce que quand même ça fait un mois, mais je n'ai pas la même chemise, ça fait pas un mois que j'ai la même chemise. Donc j'ai fait un effort. Et voilà, donc nous allons partir, on va partir tout de suite en voyage. Alors fermez les yeux, moi je les ferme pas, hein, comme je vous l'ai dit. Et on va partir avec Félix Mendelssohn. Eh oui, Félix Mendelssohn est en Hambourg en 1809 et mort à Leipzig en 1847. Vous excuserez certaines prononciations qui sont un peu compliquées pour moi. Alors, notre cher Mendelssohn, au début du 19e, il est d'une fratrie de 4 enfants précocement doués pour la musique. Fanny, Félix, Rebecca et Paul, Benjamin. Paul c'est le prénom, Benjamin c'est le fait qu'il était le plus petit. Et qui lui reprit plus tard l'établissement familial. Et Félix Mendelssohn est le petit-fils, le petit-fils de Moses Mendelssohn, un des plus grands philosophes des Lumières allemandes. Notre cher Félix Mendelssohn, pianiste virtuose, doué pour le violon et l'orgue, il subjuguait ses maîtres par son extraordinaire précocité. Au printemps 1825, il accompagne son père à Paris, et ce voyage, qui lui permit de se familiariser avec les œuvres de Meyerbeer, Rossini, Cherubini, le conforta dans sa vocation de compositeur et chef d'orchestre. En 1827, l'élégant jeune homme à la chevelure abondante, un peu comme moi,
compléta son éducation à l'université de Berlin où il suivit les cours d'esthétique de Hegel et s'enthousiasma pour le grand Goethe, dit Jeanne von Weimar, qui en 1821 avait loué les qualités de ce brillant Wunderkind. En avril 1829, après avoir remis à l'honneur la Passion selon saint Matthieu de Bach, alors tombé dans l'oubli, et composé des concertos et l'ouverture du Songe d'une nuit d'été, Mendelssohn se rendit pour la première fois en Angleterre, pays qui allait jouer un rôle important dans sa carrière et dans sa vie d'artiste. À Londres, le jeune homme fut accueilli par son ami diplomate Karl Kingelmann et le pianiste Ignaz Moscheles, qui l'aidèrent à jouer sa symphonie en ut mineur. Bien reçu dans le milieu musical, Mendelssohn se produisit dans les salons des beaux quartiers, fréquenta des cantatrices, dont la célèbre Maria Malibran, et passa les heures à la King's Library pour étudier les partitions des opéras et des oratorios de Handel, qui étaient encore inconnus en Allemagne. En mai 1830, ayant terminé sa Réforme symphonie, commencée en Angleterre, Félix se rendit à Leipzig et à Weimar, où il salua pour la dernière fois le vieux Goethe. Poursuivant son voyage, il s'arrêta à Munich et à Vienne, mit le cap sur l'Italie et arriva à Rome en novembre. Son séjour de 5 mois dans la ville éternelle, étape majeure dans son grand tour, lui réserva quelques surprises. En effet, si l'artiste fut séduit par les merveilles de la ville, ses sites antiques, ses palais Renaissance et ses églises baroques, il fut en revanche fort déçu par la vie musicale de la cité pontificale et par les chœurs de la chapelle Sixtine. Dans le quartier de la place d'Espagne, Mendelssohn multipliait les rencontres. Il sympathisa avec Berlioz, jeune pensionnaire de l'Académie de France, qui s'ennuyait à la Villa Médicis, et il fréquenta le cercle des peintres de Düsseldorf, avec qui il exerça la technique du pastel et de l'encre de Chine. Pendant son séjour romain, il visita également le palais Zuccaro, que son oncle Bartholdi, consul de Prusse, avait fait décorer de fresques par des peintres nazaréens. C'est près de cette luxueuse demeure, non loin de Pincio, qu'il composa le début de sa symphonie italienne et la cantate Walpurgisnacht, la nuit de Walpurgis, la nuit des sorcières, inspirée par la célèbre ballade de Goethe. Nous sommes en avril 1831. Félix se rend à Naples, où il s'entretint avec Donizetti. Puis, avant de visiter Ischia, Capri, où il peint à l'aquarelle la côte amalfitaine, il reprit le chemin du nord. À Venise, comme le fera Liszt quelques années plus tard, il écouta le chant des gondoliers qui lui inspirèrent les barcaroles du recueil des romances sans paroles pour le piano, dont il offrit un des recueils à Clara Schumann. Félix fut reçu en 1842 et 1847 au palais de Buckingham par la reine Victoria. C'est à elle qu'il dédia sa symphonie écossaise. La souveraine et le prince Albert, tiens, en parlant de prince Albert d'ailleurs, me gêne un peu, qui appréciaient la musique de leur jeune ami, choisirent la marche nuptiale du Songe d'une nuit d'été pour accompagner la cérémonie du mariage de leur fille Victoria avec le prince héritier de Prusse en 1858. Pour échapper au surmenage qu'entraînaient ces incessants déplacements, Félix alla se reposer en Suisse avec sa femme, son frère Paul, donc le Benjamin, et sa belle-sœur Albertine. Il renouait ainsi avec le pays de tous les pays, Land aller Länder, qu'il avait découvert en 1822 à l'occasion d'un voyage en famille du côté d'Interlaken, puis revu en 1831 à son retour d'Italie, lorsqu'il fit l'ascension du Regi et improvisa sur les orgues baroques du monastère bénédictin d'Engelberg. Émerveillé par les paysages de la belle Helvétie, il dit « Es ist wirklich ein keinen Traum, so reisendes Land zu sehen wie dies. »
Avril 1847, Félix se rendit à nouveau à Londres pour diriger la première de son oratorio Elias, et s'arrêta au retour à Francfort où, pendant une répétition, il apprit la mort subite de sa sœur Fanny qu'il adorait. Durant l'été qui suivit cette tragédie familiale, Félix et sa famille partirent pour le chalet de Oberland, dans le canton de Berne, où ils tentèrent de surmonter leur chagrin. Mendelssohn y composa le quatuor à cordes en fa mineur, dessina beaucoup, et fit une série d'aquarelles. Mais à son arrivée à Leipzig en septembre, épuisé et soudainement très affaibli, l'artiste dut s'aliter et mourut à son tour d'une attaque le 4 novembre de cette année fatale. Il avait 38 ans. Félix Mendelssohn Bartholdy, musicien, voyagea souvent avec ses proches. Il partagea avec eux son désir d'ailleurs et son intimité, mais il aima toujours revenir à Leipzig, ville de son Gewandhaus, pour composer à l'ombre du grand cantor. Musicien épris de silence, funambule de la fragilité, pour qui les romances étaient sans parole, ohne Worte, il prolongea ses voyages musicaux par le dessin et l'aquarelle, qu'il pratiqua avec élégance et talent. Je vais boire une bière, moi. Songe d'une nuit d'été, par Félix Mendelssohn. Alors, nous sommes partis à la découverte d'un musicien. Nous allons parler de Lou. Vous connaissez Lou? Vous connaissez pas Lou? Alors, on pourrait se poser la question, laquelle de Lou? Mais là, je parle de celle de 1861 et non de celle à peine plus tard que l'on pourrait découvrir dans des ouvrages un peu coquins et un échange de lettres avec Guillaume Apollinaire. Mais ce n'est pas de cette Lou-là dont je vais parler. Je vais parler de Bip Bap et non pas de cette Lou-là. Voilà, pour les amateurs d'Elvis. Lou Andrea Salomé. Saint-Pétersbourg 1861, Göttingen 1937. Née à Saint-Pétersbourg, Fraulein von Salomé, d'origine huguenote et provençale par son père, germanique et danoise par sa mère, reçut dès son enfance au bord de la Neva une éducation en plusieurs langues qui lui ouvrit les portes de l'intelligence européenne. Jeune fille intellectuellement précoce, passionnée d'histoire, des religions et de philosophie dès l'âge de 18 ans. Un cerveau, disait-on d'elle. Louise von Salomé, baptisée Lou par un pasteur protestant hollandais, affirma très tôt son besoin d'indépendance, son désir de liberté, sa perte de Dieu et son féminisme assuré. Russe, sans l'être vraiment, cultivée dans une société d'officiers qu'il était fort peu, elle entra dans le monde des adultes et des hommes comme un chevalier sans peur, froide, déterminée et dangereuse et dérangeante à la fois. Mademoiselle von Salomé avait von Salomé, et on va partir dans toute l'Europe, donc je ne vais pas réussir à faire tous les accents européens, ça va être compliqué de toutes les langues. Donc Mademoiselle von Salomé, ça passe encore, avait le physique d'une actrice qui trompait son monde. Parée d'une beauté énigmatique, elle enthousiasma la baronne Malvilda von Meysenburg et ses amis Paul Rey et Friedrich Nietzsche, qui la reçurent dans leur petit cénacle romain comme une nouvelle